CBS. Si vous êtes là, c'est que vous y êtes intéressé. Vous voyez pas mal de logos présents ici sur cette première diapo. Il y en aura d'autres par la suite. Effectivement, l'NCBS, chose plus récente, donc ça, je vais quand même l'aborder, a rejoint en tant qu'école associée le réseau Polytech, qui est un réseau important d'écoles d'ingénieurs en France. Et donc, depuis récemment, l'NCBS a rejoint ce réseau en tant qu'école associée, ce qui fait qu'effectivement, on mutualise un certain nombre de choses avec ce réseau d'écoles d'ingénieurs. Mais l'NCBS est aussi, via ses différentes spécialités, en lien avec d'autres écoles et d'autres réseaux. Donc ça, on pourra aussi l'aborder dans les diapos qui viennent après. Vous pourrez le voir. Donc, l'NCBS, rapidement, même si vous êtes là pour la spécialité cyberdéfense, c'est de nombreuses spécialités et également des parcours post-bac. Donc, si certains d'entre vous sont par exemple au lycée et se demandent comment rentrer à l'NCBS, et en particulier la spécialité cyberdéfense, il y a plusieurs voies d'accès. En particulier, effectivement, la prépa intégrée de l'école, ce qui est appelé PEIA et PEID. Donc le PEIA, c'est la prépa intégrée pour les bacs généraux et PEID pour les bacs technologiques, donc en particulier le bac STI2D qui intéresse la spécialité cyberdéfense. Et il y a aussi des recrutements directement à bac plus 2, directement au sein des spécialités. Donc il faut voir l'NCBS, je dirais globalement en 5 ans, 2 ans de prépa intégrée, pour après rentrer dans l'une des spécialités de l'école pour terminer 3 années de formation et pour arriver à 5. Ou alors, effectivement, faire autre chose pendant 2 ans en post-bac, donc typiquement un but, on y reviendra, et rentrer dans l'une des spécialités de l'école. Donc vous voyez, l'NCBS, une école, 2 campus. Celui qui vous intéresse ce soir plus spécifiquement, c'est donc celui de Vannes, qui abrite, héberge, accueille 2 spécialités, la spécialité cyberdéfense et la spécialité cybersécurité du logiciel, dont je dirai aussi quelques mots, puisque ne serait-ce que pour mettre en avant les différences entre les 2 spécialités. Comme je vous l'ai dit, depuis récemment, l'NCBS est école associée au réseau Polytech, ce qui fait qu'effectivement, on peut contribuer et profiter de bon nombre d'avantages proposés par le réseau Polytech, et en particulier, effectivement, une notoriété, que ce soit au niveau des entreprises, au niveau national, au niveau international. Cybersécurité, cyberdéfense, cybersécurité du logiciel. Pour ceux pour qui ça serait pas très clair, et il y a sûrement de quoi, vu le nombre de fois où on entend ces mots, voire raccourci à cyber, et là on est encore un peu plus perdu. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la cybersécurité, c'est réussir à faire en sorte que la sécurité d'une entreprise, d'une institution, la sécurité au sens de sécurité informatique, de son réseau informatique, de son système d'information, soit la meilleure possible. Et donc pour avoir cette sécurité la plus complète possible, il va y avoir effectivement plusieurs axes pour protéger l'entreprise. En particulier, essayer de faire les choses bien depuis le départ, c'est-à-dire construire des systèmes d'information qui soient le plus robustes possible, le plus sécurisé dès le départ, dès la construction. S'ils ne l'ont pas été dès la construction, eh ben, réussir à venir en cours de route pour essayer de renforcer leur niveau de sécurité. Et une fois on y reviendra, renforcer leur niveau de sécurité comme on le peut, c'est-à-dire avec le temps qu'on avait, les finances qu'on avait, les ressources humaines qu'on avait, la volonté politique au sein de l'entreprise ou de l'institution qui était là pour essayer de donner un axe prioritaire de sécurité du système d'information. Une fois qu'on a fait tout ça, il faut défendre. C'est-à-dire qu'il faut effectivement dire, OK, j'ai un système d'information qui est assez sécurisé, très sécurisé, moyennement sécurisé, mais quel que soit son niveau de maturité en termes de sécurité, de toute manière, il va subir des attaques. Et donc, de toute manière, il faudra se poser la question de comment est-ce qu'on va réagir lorsqu'elles vont arriver. C'est sûr que si vous l'avez sécurisé très correctement et que vous y avez mis beaucoup de temps, d'argent et de ressources humaines,
on peut se dire qu'effectivement, en termes d'attaque, vous êtes protégé d'un certain nombre d'attaques, ce qui est vrai, mais ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est qu'un attaquant, en fonction de la motivation qu'il peut avoir et de la surface financière dont il peut disposer, pourra de toute manière essayer et réussir à mettre à mal une partie de votre système d'information. Quoi que vous ayez réussi à mettre en place en termes de sécurité. Forcément, si vous avez un niveau de sécurité qui a été globalement très bien fait, bah, vous vous protégez d'un certain nombre de types d'attaquants qui, en termes de temps, vont préférer plutôt attaquer quelqu'un d'autre pour un résultat un peu plus immédiat. Mais par contre, vous pouvez aussi toujours tomber sur des attaquants qui souhaitent attaquer votre système d'information de manière spécifique parce qu'ils y ont un intérêt fort. Et donc, quel que soit le niveau de sécurité que vous avez mis, vous allez effectivement subir des attaques plus ou moins sophistiquées. Et donc, à ce moment-là, il faut être en capacité de le défendre. Donc, pour essayer de mettre les choses un peu au clair, la cybersécurité, c'est assurer la sécurité globale d'un système. Et pour assurer la sécurité globale d'un système, il y a la partie, on va dire, secure by design, c'est-à-dire sécurisée depuis la conception, et la partie défendre un système qu'on espère être le plus sécurisé de conception. Voilà. Donc nous, dans la spécialité cyberdéfense, effectivement, on met un focus très important sur les aspects de défense, donc on va dire de manière dynamique, lorsqu'une attaque arrive, par exemple, défense d'un système, en espérant que nos collègues, par exemple, de la cybersécurité du logiciel, ou alors les autres écoles qui peuvent former effectivement des gens qui font de la sécurité du réseau ou autres, aient correctement fait leur travail de manière à ce qu'effectivement on puisse quand même essayer de défendre un système qui soit le plus sécurisé possible. Cette diapo-là est aussi présente pour vous montrer la diversité des terrains de jeu, si on peut dire, d'un défenseur et d'un attaquant, puisqu'effectivement, dès qu'on parle système d'information, on peut parler effectivement de système industriel type centrale nucléaire, comme on peut parler de système de gestion de comptabilité et autres, comme on peut parler d'objets connectés, comme on parlait effectivement de systèmes de télécommunication, en particulier avec tout ce qui est le spatial. Et on a, en termes d'entreprises partenaires et de terrain d'apprentissage, parce qu'on y reviendra, la spécialité est en alternance, en apprentissage, énormément de thématiques différentes. C'est-à-dire, vous les avez sur la partie gauche, là. Ça peut être des entreprises qui sont spécialisées non pas dans la cyber, mais dans la gestion de l'eau, non pas dans la cyber, mais dans le transport, non pas dans la cyber, mais effectivement dans la fourniture d'accès Internet. Et effectivement, quelle que soit la thématique de l'entreprise, fabrication de médicaments, par exemple, c'est aussi un peu d'actualité, de vaccins, elle a un système d'information à défendre. Et donc, effectivement, elle a des besoins en cybersécurité et en particulier, effectivement, en cyberdéfense pour défendre son système lors d'attaques et réagir correctement aux attaques lorsqu'elles vont arriver, parce qu'on sait qu'elles vont arriver. Donc, nous ne travaillons pas, et loin de là, qu'avec des entreprises dont la cyberdéfense est le métier, mais en fait plutôt majoritairement avec des entreprises dont la cyberdéfense n'est pas le métier, mais qui ont des équipes en interne qui contribuent à ces aspects de sécurité. Donc en fonction de l'appétence aussi de nos apprentis, ils peuvent se tourner vers des domaines plus industriels, vers des domaines plus étatiques, type service de renseignement ou autre, comme effectivement vers des domaines de fournisseurs d'Internet, gestion de l'eau, voire le spatial ou l'alimentaire. Il y a quand même quelques entreprises, effectivement, en termes d'agroalimentaire sur le territoire, pas loin de chez nous. Cette petite présentation qui veut résumer ce que j'ai essayé de vous expliquer, c'est-à-dire en cyberdéfense, on défend des systèmes existants contre des attaques en fonction d'un attaquant qui a plus ou moins d'énergie à dépenser pour essayer de rentrer dans notre système et potentiellement extraire des informations qui l'intéressent ou juste mettre à mal le système, puisque après les motivations des attaquants, c'est des choses qu'on étudie aussi pendant la formation, peuvent être diverses et variées, et en fonction de la motivation de l'attaquant,
forcément, on ne s'en défend pas tout à fait de la même manière, puisque s'il est venu pour extraire des informations dites sensibles, ben, on sait effectivement ce qu'il va rechercher dans notre système d'information. Et si jamais il est venu dans le système pour essayer simplement de le casser et de faire en sorte qu'il soit hors d'usage, à ce moment-là, effectivement, il va potentiellement utiliser d'autres techniques lors de son attaque. Sur la partie verte, sur la partie droite, c'est donc l'autre spécialité dont je parlerai plus à partir de cette diapo-là, qui effectivement, elle, est orientée sur comment sécuriser un système logiciel, et en particulier avec un autre parcours aussi, comment effectivement sécuriser un système logiciel avec tout ce qui est outils de data science pour effectivement pouvoir sécuriser un maximum l'ensemble de l'infrastructure logicielle. Donc on est vraiment sur un aspect très développement logiciel pour l'autre spécialité, alors que sur la spécialité cyberdéfense, on est vraiment sur un aspect assez généraliste de système d'information. Et typiquement, pour ceux qui auraient quelques bases, on parle bien plus réseau, système sur la partie cyberdéfense qu'on ne parle sur la partie cybersécurité du logiciel. L'ingénieur en cyberdéfense doit avoir une vision très large de ce qu'est un système d'information, de manière à pouvoir effectivement faire les bons choix au bon moment, quitte à faire ces choix avec l'aide de gens qui sont spécialisés dans la sécurité du logiciel, dans la sécurité du réseau, forcément, ou d'autres spécialités. C'est l'occasion, je l'ai dit, de rappeler que la spécialité en cyberdéfense est en statut d'apprentissage. C'est-à-dire qu'effectivement, quand les candidats arrivent chez nous et ont été sélectionnés, ils ont trouvé un contrat d'apprentissage de 3 ans. C'est un contrat qui dure 3 ans, donc pendant toute la durée de la formation, au sein de la même entreprise. Et pendant les 3 ans, ils ont, on le verra tout à l'heure, des périodes école et des périodes entreprise qui alternent de manière à pouvoir développer un certain nombre de compétences. On va aussi y revenir. Il y a quelques métiers sortis, métiers à 5-10 ans. Je vais juste y revenir après, puisqu'on a une diapo un peu spécifique sur ces différents métiers. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la spécialité cyberdéfense, comme l'autre spécialité Vantage, est accréditée forcément CTI, c'est-à-dire que nous délivrons un vrai diplôme d'ingénieur reconnu par la commission du titre d'ingénieur, et nous avons été réaudités récemment par la commission du titre d'ingénieur pour après une durée de validation de 5 ans, avant qu'effectivement la commission revienne auditer et voit comment est-ce que ça se passe. Donc un vrai gage de qualité forcément. Et également, vu notre spécificité, nous sommes labellisés par l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui, pour essayer d'aller faire un peu le tri dans l'ensemble des formations dites cyber en France, a depuis maintenant 4 ans créé un label SecNuMedu, qui permet effectivement de valider le fait que la formation est une formation dédiée aux aspects de cybersécurité en général, ce que l'ANSSI appelle sécurité du numérique, pour éviter que le mot cyber ne soit utilisé à tort et à travers. Donc, je ne peux que vous conseiller, on y reviendra tout à l'heure, d'aller jeter un coup d'œil sur le site internet de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et de voir effectivement les pages dédiées à SecNuMedu. Vous aurez la liste de l'ensemble des formations, qu'elles soient d'ingénieurs ou pas d'ailleurs. Il y a des masters, il y a des licences professionnelles et d'autres types de formations qui ont effectivement eu ce label SecNuMedu, garantissant qu'effectivement ce sont des formations qui sont dédiées aux aspects de sécurité du numérique. Et vous y retrouverez, c'est pour ça qu'on en reparlera tout à l'heure, une page dédiée à la spécialité cyberdéfense qui est assez fournie en informations, puisque vous avez des informations de volume horaire et de contenu des enseignements effectivement sur le site de cette agence nationale qui dépend directement des services du Premier ministre. Donc les métiers. Ce qu'il faut savoir quand on fait une formation, c'est qu'on se met autour de la table avec l'ensemble de nos entreprises partenaires et on discute des métiers visés par la formation. Là aussi, je vous renvoie vers le site de l'ANSSI qui a fait un panorama des métiers avec, parce que encore une fois, quand on voit les intitulés, là, on se dit ouais, ok, ça a l'air sympa, mais qu'est-ce que c'est quoi les activités? Et vous avez les fiches métiers
sur le site de l'ANSSI qui effectivement détaille le niveau de diplôme nécessaire pour faire ce type de métier en général, le type d'activités qui vont derrière ce type de métier en général aussi, puisqu'on sait que dans les différentes entreprises, derrière un même intitulé, des fois se cachent effectivement différents types d'activités. En l'occurrence, ce panorama des métiers de l'ANSSI permet au moins d'avoir une définition nationale permettant d'être sûr qu'on discute à peu près des mêmes choses. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller d'aller voir ce référentiel, ce panorama, sachant que cette liste de métiers donc, est faite avec nos entreprises partenaires en disant, bah voilà, oui, effectivement, tel type de métier, c'est ce qui nous manque actuellement, c'est ce dont on a besoin. Vous n'êtes pas sans savoir qu'effectivement, les besoins dans le domaine de la cybersécurité en général et de la cyberdéfense en particulier sont effectivement très importants depuis quelques années et avec des prévisions encore très, on va dire, optimistes pour ceux qui se lanceraient dans cette voie-là dans les années à venir. Donc vous avez quelques métiers. Les métiers à 5-10 ans, vous pouvez aussi aller les voir. Ce sur quoi je voudrais insister pour les métiers, c'est quand on fait une formation, voilà, on vise des métiers, on va viser des compétences après, on le verra. Je n'ai pas dit que l'intégralité de nos apprentis faisait les 7 métiers qui sont listés ici, puisque effectivement, ils vont développer énormément de compétences pendant les 3 années de formation qui leur permettront de pouvoir faire effectivement d'autres métiers et pas forcément ceux qui étaient ciblés par la formation. Tout ça, nous faisons des études, nous, à la sortie de la formation, donc métier après 6 mois, métier après 5 ans, métier après 10 ans, de manière effectivement à pouvoir voir quelles sont les trajectoires professionnelles des apprentis que nous avons diplômés et de voir si effectivement les métiers visés sont bien en grande majorité les métiers pratiqués. Si oui, tant mieux. Est-ce que c'est toujours d'actualité dans les 5 années qui suivent? Ou est-ce que effectivement, si on n'est pas sur la cible prévue au départ, est-ce déjà problématique? Peut-être que ça ne l'est pas, il suffit juste de changer les métiers visés. Ou effectivement, si c'est problématique, de faire des modifications au sein de la formation. Comme je disais, une fois qu'on a discuté avec nos entreprises partenaires des métiers dont elles ont besoin, ça va se traduire en termes de compétences. Et ce sur quoi il faut insister sur la spécialité cyberdéfense et sur le métier d'ingénieur en cyberdéfense, c'est que bien évidemment que le socle technique et l'expertise technique des apprentis que l'on forme est essentiel. Nous formons des ingénieurs et clairement, effectivement, en termes de reconnaissance industrielle et même étatique, effectivement, c'est des compétences techniques qui sont clairement mises en avant par nos partenaires et c'est ce qui fait effectivement la notoriété de notre formation. Mais pendant ces 3 années, on passe notre temps à expliquer à des apprentis plus ou moins réticents, mais c'est pas grave, on continuera à insister sur le fait qu'effectivement, être un expert ou une experte technique, mais ne pas avoir la capacité de vulgariser, de transmettre, d'expliquer. Alors, potentiellement un décideur, parce qu'en gros, on leur explique que c'est bien s'ils ont la meilleure idée du monde en termes de cyberdéfense, mais s'ils n'ont pas l'accord d'un décideur pour avoir de l'argent, pour pouvoir mettre ça en place, pour avoir des ressources humaines, pour pouvoir mettre leur stratégie en place, ils ont eu la plus belle idée du monde qui ne sera pas appliquée. Et donc, il est vraiment important de pouvoir faire comprendre à un décideur qui n'est pas forcément et assez souvent un spécialiste des aspects de cyberdéfense, pourquoi est-ce qu'il est important d'y mettre des financements et des ressources humaines, et donc de vulgariser, mais au sens de comprendre quels sont les objectifs de l'entité dans laquelle on travaille, qu'elle soit une entreprise commerciale ou un service de l'État, comme on le disait, de manière à effectivement expliquer pourquoi est-ce que la mise en sécurité et la défense correcte de son système d'information contribue effectivement à l'objectif que s'est donné l'entité dans laquelle on travaille. Donc ces aspects de compréhension de comment fonctionnent les entreprises et de compréhension de comment est-ce que la cyberdéfense s'intègre dans la stratégie d'une entreprise, c'est quelque chose qui est vital
clairement, peut-être pas tout autant, et encore que la compétence technique de mise en œuvre de cette solution. Et en termes d'interaction, je dirais, ou de vulgarisation, une superbe idée qui aurait potentiellement eu l'accord d'un décideur de l'entreprise pour être mise en place, mais qui ne recevrait pas du tout un bon accueil de la part des gens qui sont censés la mettre en place tous les jours, la vivre tous les jours. Donc là, je parle de gens sur une chaîne de production industrielle, par exemple, je passe de gens dans des services hospitaliers, par exemple, médecins, infirmières, aides-soignantes ou même administratifs qui font tourner les hôpitaux, s'ils ne comprennent pas l'utilité des mesures de sécurité qui sont mises en œuvre, et si, comment dire, si on n'a pas trouvé une solution permettant de mettre en place cette sécurité sans pour autant, en gros, les empêcher de faire leur travail de base, et effectivement, ça sera inutile. Ça sera inutile puisque si vous imposez des mesures de sécurité à quelqu'un qui n'en voit pas l'utilité et qui voit surtout qu'effectivement, ça ne fait que le bloquer dans son activité de tous les jours, quoi. Mon activité, c'est de soigner des gens, mon activité, c'est de fabriquer des médicaments, mon activité, c'est de fabriquer à manger pour la population française. Si jamais, effectivement, ça va à l'encontre, ou il trouve que ça va à l'encontre de son activité professionnelle de base, de toute manière, les gens trouveront toujours une manière de contourner les conseils, contraintes de sécurité que vous leur avez potentiellement imposés. Et donc, ce qu'on répète à nos apprentis, c'est que la meilleure idée du monde, pas appliquée, un ingénieur en cyberdéfense, il ne peut pas se satisfaire de dire bah, moi j'avais la bonne idée, maintenant, si les autres ne le comprennent pas et ne sont pas en capacité de l'appliquer, c'est pas de ma faute. On passe notre temps à leur répéter que leur objectif, c'est de sécuriser et de défendre l'entreprise. Et donc, si là, le résultat, il n'est pas atteint. Et s'il n'est pas atteint, c'est qu'effectivement, en termes de pédagogie, en termes d'adapter ces critères de sécurité, on leur dit, vous avez une excellente idée en termes de sécurité, en termes de défense, il faut être capable, suite à discussion avec les gens qui vont être au contact de ces contraintes, de ces règles de sécurité, de potentiellement dégrader un peu le niveau de sécurité de votre magnifique idée, mais en même temps, il vaut peut-être mieux dégrader un peu le niveau de sécurité de votre magnifique idée et qu'elle soit appliquée, que de ne surtout pas accepter de dégrader ce niveau de sécurité et que personne ne l'applique. Donc, on a énormément d'apprentis qui passent aussi une bonne partie effectivement de leur apprentissage à dire, bah voilà, j'ai effectivement fait un truc de sécurité, ça c'était pas le plus dur. Par contre, après, il a fallu que j'aille dans les différents services, que j'aille comprendre le métier des gens, que j'aille leur expliquer, que j'aille même modifier ma solution initiale que j'avais prévue, de manière à l'adapter au mieux à leur poste de travail et à leurs conditions de travail. Et souvent, effectivement, ils en arrivent à dire, c'est pas le côté technique qui m'a posé problème, parce qu'ils sont bons globalement techniquement, donc c'est pas ça qui a posé problème, et que les règles de sécurité à appliquer et autres, on les connaît globalement. Par contre, ce qui a été compliqué, c'est effectivement de se mettre dans la peau de la personne qui va devoir effectivement appliquer au jour le jour cette consigne de sécurité, et donc de comprendre son métier, et donc de comprendre comment est-ce qu'elle travaille, et donc de comprendre le métier des autres. Donc, ce qu'on aime à répéter assez souvent, c'est que un ingénieur en cyberdéfense tel qu'on le conçoit est quelqu'un de très bon techniquement, qui a une vraie capacité à réfléchir à des architectures de sécurité, de défense et ainsi de suite, mais aussi qui sera capable de se mettre dans la peau de la personne qui devra in fine mettre en place ces aspects de sécurité. Donc vous voyez ici sur ces différentes compétences tout ce que je viens de dire se traduit un peu comme ça, c'est-à-dire vous avez des blocs de compétences, on va dire en langage interne, BC03 et BC05, qui sont des blocs de compétences techniques. Et par contre, effectivement, 1, 2 et 4 sont des blocs de compétences, on va dire, humaines. Et effectivement, on voit qu'effectivement, ils sont déjà 3 sur 5. Alors, ça ne reflète pas forcément les volumes horaires associés, hein, mais qu'effectivement, au moins en termes de blocs de compétences affichés, l'aspect humain dans le métier de la cyberdéfense est quelque chose vraiment de très important. Donc, c'est pareil, on dit pas, on forme 84, entre 84 et 90 apprentis par promotion. Donc, allez, si on arrondit, on a 270 apprentis en cyberdéfense sur les 3 années. Bien sûr qu'il y en a
qui n'aiment pas trop interagir avec d'autres membres de l'espèce humaine et qui font des choses dans des laboratoires cyber très très pointus. Et effectivement, ils vont peut-être y passer une partie de leur vie. Enfin, il n'y a bien sûr aucun problème là-dessus et c'est des métiers qui existent. Par contre, effectivement, sur la masse, sur les 270 apprentis, les compétences en termes de rapport humain, de collaboration, de compréhension du logiciel, on pourrait dire, de votre interlocuteur est quelque chose vraiment de très important. Voilà. Donc sur le contenu de la formation, comme je l'ai dit, je ne vais pas le passer en revue parce que je vous ai mis le lien là, pas très facile, je vous le projette, mais vous le retrouverez assez facilement sur le site internet donc, de SecNumEdu de l'ANSSI, où vous aurez effectivement un descriptif assez détaillé des volumes horaires et des contenus des différents enseignements. Donc, je vous laisse aller le voir. Ce qu'il faut savoir, c'est que de manière très schématisée, en gros, la première année, on s'assure que tout le monde maîtrise les bases des systèmes d'information, parce que effectivement, on a dit qu'il y avait des gens qui sécurisaient et qu'il y avait des gens qui les défendaient, mais imaginez pouvoir défendre un système d'information sans comprendre les bases des systèmes d'information, sans comprendre les bases de comment est-ce qu'on sécurise un système d'information, même si ce n'est pas les métiers visés. Ça paraît quand même juste impossible, ou en tout cas une très mauvaise idée si on veut réussir à avoir un niveau de sécurité important à la fin. Donc, la première année, de manière très caricaturale, est plutôt orientée sur la maîtrise des bases, la base des réseaux, la base du développement logiciel, la base des systèmes d'information et des systèmes d'exploitation en particulier. La deuxième année, c'est OK, on est plutôt en train d'essayer de sécuriser les briques. Donc, comment est-ce qu'on sécurise un réseau? Comment est-ce qu'on sécurise un annuaire? Comment est-ce qu'on sécurise un système d'exploitation Windows, Linux? Comment est-ce qu'on sécurise un système industriel, par exemple? Donc, plutôt sur des aspects de ce qu'on appelle de SSI, de sécurité des systèmes d'information. Et la troisième année, plutôt orientée sur comment est-ce que, de manière dynamique, lors d'une attaque, on peut réussir effectivement à défendre le système. Et on y reviendra, mais avant de pouvoir, lors d'une attaque, défendre un système, encore faut-il s'apercevoir que nous avons subi une attaque. Et donc, tout ce qui est détection d'incidents de sécurité, c'est la manière pudique de parler d'une attaque. Comment est-ce qu'on arrive à détecter une attaque? Et c'est clairement l'un des gros problèmes actuels en termes de défense, c'est qu'on ne s'aperçoit pas forcément que quelqu'un est rentré dans le système d'information, sauf s'il y est rentré pour faire des gros dégâts. Effectivement, là, on s'aperçoit assez vite que quelqu'un est rentré dans le système d'information. Mais si quelqu'un est rentré dans le système d'information de manière à pouvoir extraire des informations importantes, et bien là, pour le coup, il n'a pas un grand intérêt à crier haut et fort qu'il est rentré dans votre système d'information. Donc, comment est-ce qu'on détecte une intrusion dans ce système d'information? Comment est-ce qu'on y remédie? Ça, effectivement, c'est globalement plutôt des activités de troisième année. Maintenant, comme je dis, c'est un peu caricatural puisque on commence à réfléchir effectivement aux aspects de sécurité sur la première année également. On commence aussi à réfléchir aux aspects de défense des systèmes d'information sur la deuxième année. Donc tout ça n'est pas aussi tranché. Mais disons qu'effectivement, en termes de volume et d'heures passées, on est effectivement plus sur ce schéma-là. Sachant que sur la troisième année, on a aussi pas mal de choses, vous avez peut-être vu le mot tout à l'heure aussi, sur des aspects analyse de risque, géopolitique, géostratégie, sur les aspects mieux connaître son potentiel attaquant pour essayer de mieux s'en défendre. Donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Sur les aspects, il y a des aspects techniques, c'est sûr, mais il y a des aspects de réglementation internationale, enfin nationale et internationale aussi. Il y a des aspects législatifs, il y a des aspects de géostratégie, des alliances au niveau européen et au niveau mondial sur, OK, quel type, à quel type d'attaquant j'ai affaire en fonction de l'entreprise dans laquelle je suis et en fonction de l'attaquant à qui j'ai affaire. Forcément, peut-être que le niveau de défense devrait être et va être adapté. Sur la partie droite, vous avez aussi les choses qui sont essentielles pour valider un diplôme d'ingénieur. Donc effectivement, il y a un certain nombre d'enseignements qu'il faut valider pendant les 3 années. Il y a toutes les périodes d'entreprise, on y reviendra tout à l'heure, où il y a également des évaluations
ce qu'on appelle le maître d'apprentissage, c'est-à-dire la personne dans l'entreprise qui encadre l'apprenti, qui effectivement a aussi une partie évaluation des compétences sur la partie entreprise. Et il faut également valider le TOEIC, donc avec un niveau de 785 points, me semble-t-il. Donc un niveau assez élevé, même si la plupart de nos apprentis arrivent à le valider sans trop de soucis. Il y en a toujours quelques-uns pour qui c'est un peu problématique, mais globalement la masse y arrive sans trop de difficultés. La certification Voltaire, qui est à peu près l'équivalent du TOEIC. Donc est-ce que vous maîtrisez le b.a.-ba de la langue française? Donc le TOEIC, vous avez effectivement les 3 années pour l'obtenir, sachant que si jamais un apprenti n'a pas obtenu le TOEIC, mais a validé tous les autres enseignements à côté, on ne peut pas lui délivrer le diplôme d'ingénieur, et il a 1 an, voire 2, pour valider le TOEIC a posteriori. Donc pendant 1 an ou 2, il a validé quasiment tout son cursus d'ingénieur, mais il ne peut pas se targuer d'avoir le diplôme puisqu'il n'a pas validé le TOEIC. Dès qu'il valide le TOEIC dans les années qui suivent, sur son temps personnel, hein, il nous envoie le justificatif, et ce qui nous permet de lui délivrer son diplôme d'ingénieur. Et vous voyez aussi qu'il y a une période de 12 semaines obligatoire à l'international, donc ce qu'on appelle de mobilité internationale, pour aller travailler, essentiellement, c'est dans cet ordre-là que ça se fait, pour aller travailler dans une entreprise à l'étranger. Si jamais il n'y a pas de mobilité internationale d'effectuer, c'est comme le TOEIC, c'est-à-dire que le diplôme d'ingénieur, quand bien même tout le reste aurait été validé, le diplôme d'ingénieur est suspendu le temps que la période à l'international ait été réalisée. Le fameux calendrier d'alternance, donc vous voyez en vert les périodes école, en bleu les périodes entreprise. Donc vous voyez sur la première année, en gros, ils sont là en septembre, novembre, mars et mai. Donc bon, on n'est pas à 1 semaine ou 15 jours près, hein. Ça peut déborder un peu sur décembre, comme ça peut déborder un peu sur juin, sur la dernière période là. La deuxième année est sur le même type de calendrier, et la troisième année, par contre, ils sont en gros les 6 premiers mois à l'école et les 6 derniers mois dans ce qu'on appelle leur projet de fin d'études, donc une longue période entreprise permettant effectivement de définitivement valider leur diplôme d'ingénieur. Ce qu'il faut retenir sur ce type de calendrier, c'est qu'en gros, 20 semaines à l'école par année, et donc 30, 31, 32 semaines en entreprise, sachant que c'est sur la période d'entreprise que sont pris les congés payés. Puisqu'ils sont salariés de l'entreprise, donc ils ont droit à des congés payés qu'ils posent sur les périodes entreprises. Voilà. Donc c'est court, 20 semaines par an à l'école, hein, d'accord? Donc c'est dense, effectivement, en fonction des années, en plus ou moins, mais quelle que soit l'année quand même, ils ne sont pas là très longtemps. On a quand même un certain nombre de choses à leur faire découvrir, à leur faire faire. Et donc effectivement, autant les mois école sont des mois qui sont denses en termes de charge de travail, et après, quand ils arrivent sur une période entreprise, c'est pas des périodes sur lesquelles ils se tournent les pouces non plus. Donc ça veut dire qu'effectivement, il faut aussi savoir quand on se lance dans ce type de formation que, que ce sont des formations exigeantes en termes de charge de travail, et qu'à la fin des 3 années, effectivement, ils sont contents d'être diplômés et d'être passés par chez nous, mais effectivement, ils sont aussi contents de prendre un rythme peut-être plus linéaire sur entreprise, parce que là, il faut, pendant 3 ans, savoir jongler entre des périodes école et des périodes entreprise. Et effectivement, c'est une vraie, pour certains, effectivement, une vraie difficulté, un vrai plaisir, une vraie importance pour pouvoir développer toutes les compétences qui vont bien. Mais en tout cas, c'est à minima une vraie exigence que de pouvoir effectivement alterner ces différentes périodes. Sur le calendrier d'alternance aussi, on peut voir que les périodes sont quand même assez longues. On n'est pas sur du 15 jours, 15 jours, 2 jours, 2 jours. Ouais, on aurait une école d'ingénieur à Rennes, Nantes ou en région parisienne. On pourrait peut-être se permettre d'avoir une alternance 2 jours, 3 jours. Nous sommes sur Vannes, et donc le calendrier d'alternance permet aussi à nos apprentis
d'aller travailler dans des entreprises qui sont assez éloignées du site de Vannes. Donc, ils sont assez nombreux à être sur la région rennaise, hein, donc pas très loin, région nantaise aussi, et dans le reste de la Bretagne. Mais on a, grâce à ce calendrier d'alternance, des apprentis aussi qui sont un peu partout en France. Et si je prends un peu les points les plus loin, on en a à Lille, on en a à Strasbourg, on en a à Toulon, on en a à Toulouse, on en a à Bordeaux, on en a à Clermont-Ferrand, on en a à Lyon, donc on en a effectivement qui sont un peu partout. Il faut quand même savoir que, disons, les trois quarts de nos apprentis sont dans un grand ouest. Rennes, Nantes, on peut pousser potentiellement jusqu'à Angers et un peu la Normandie. Et que si en plus à ça vous rajoutez la région parisienne, on a quasiment plus de 90% de nos effectifs qui sont là. Mais encore une fois, le calendrier d'alternance permet aussi de pouvoir aller bien plus loin en France, puisque quand on se déplace, c'est au moins pour une période de 4, voire 5 semaines minimum. Et vous voyez typiquement qu'entre décembre, janvier, février ou juin, juillet, août, on est clairement sur des périodes qui sont bien plus longues, donc on peut se permettre de se déplacer un peu plus loin. Chose sur laquelle il faut insister, et j'ai essayé de le faire, mais en photo, des fois, c'est un peu mieux. On ne fait pas que de la technique. Alors, bien sûr que si nos apprentis ne sont pas bons en technique, on leur fera remarquer et il nous sera difficile de les diplômer. Par contre, effectivement, il faut qu'ils arrivent à s'extraire des aspects purement techniques une fois qu'ils les ont maîtrisés. Et donc, en l'occurrence, pendant les 3 années, on essaye de, alors, ou les accompagner quand les idées viennent d'eux, ou d'organiser, quand l'idée vient de nous, des activités qui, effectivement, les sortent de cet aspect purement technique et en essayant de les mettre dans des environnements qui leur permettent de développer, si vous vous rappelez les différents blocs de compétences là, il y a plein de compétences qu'on ne développe pas quand on est dans une salle TD à 30 à essayer de faire effectivement des TD ou des TP. Il y a plein de compétences qu'on développe dans plein d'autres situations. Alors en particulier forcément sur leur période d'entreprise. C'est effectivement beaucoup de semaines où ils vont développer énormément de compétences, mais également sur une période école, dans des activités autres que des cours en salle très scolaire, je dirais. Donc, on a des séminaires de facteurs humains. Donc, vous les voyez là-haut, là. Donc, on les met dans des situations, voilà, bon, aller au grand air, que ce soit sur l'eau, en forêt, à marcher, un peu de jour, un peu de nuit. L'idée n'est pas de les mettre en une grande difficulté, hein, mais l'idée est effectivement qu'ils puissent, on parlait tout à l'heure des relations humaines et la meilleure compréhension des gens qui vous entourent. Quand vous faites des activités de ce type-là, vous décelez aussi chez les autres des comportements que vous n'auriez peut-être pas découverts si vous étiez seulement resté en salle, assis à côté d'eux. Donc, je dirais pour le meilleur et pour le pire des fois, mais de manière très encadrée et très réfléchie, on les met effectivement dans des situations qui permettent aussi pour eux de mieux se connaître parce que ils se trouvent cool, rigolos et supportant la fatigue. Et puis peut-être qu'après avoir marché 6 heures, alors que leur chef de groupe s'est perdu 4 fois parce qu'il n'a pas correctement lu la carte, peut-être qu'ils ont un peu moins d'humour et que les autres aussi. Donc l'idée, c'est vraiment effectivement sur des moments un peu précis, hein. Encore une fois, j'aime rappeler aussi qu'ils ne vont pas faire ça tous les jours, donc qu'ils ne soient pas déçus non plus de se retrouver assis dans une salle. Mais l'idée est au moins une fois par an de pouvoir effectivement leur proposer, alors c'est sur 1 ou 2 jours souvent, ce type de séminaire pour effectivement pouvoir se tester dans des conditions qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Voilà. Et sur les photos du milieu, là, on essaye aussi de les accompagner, puisqu'ils ont plein d'idées, pour l'organisation d'événements, alors en particulier, effectivement, des activités du type CTF, donc des challenges qu'ils peuvent organiser ou auxquels ils peuvent directement participer. Et effectivement, dès que cela ne met pas trop de contraintes en termes d'organisation pour nous et en termes d'enseignement. On essaye effectivement, à minima, de pouvoir les libérer et la plupart du temps de pouvoir essayer de les accompagner même dans ce type d'événement. Donc,
Donc, et parce que c'est aussi dans ce type d'événement qu'ils développent beaucoup de compétences. En l'occurrence, dans les photos que vous voyez, c'est des challenges, des concours qu'ils ont organisés à Lille il y a quelques années, là, avec des professionnels qui viennent participer à ce concours. Donc, quand on doit organiser quelque chose à Lille avec un ensemble de professionnels lors d'un grand salon de la cybersécurité nationale, effectivement, en termes d'organisation, supporter la pression et réactivité le jour J, parce qu'il y a forcément des choses qui ne vont pas. Il y a déjà effectivement beaucoup de compétences qu'on a listées dans les différents blocs qui sont développées dans ce genre d'activité. Donc, on est toujours fortement en soutien de leur proposition. Encore une fois, le tout étant de trouver un équilibre entre la partie très institutionnelle, salle TD, cours TP, examen, et cette partie-là, sachant que les deux doivent et cohabitent actuellement pour pouvoir, pour le meilleur de leur formation. Voilà. Et en bas, vous avez quelques photos de l'exercice de gestion de crise. Donc, c'est un exercice qui dure 4 jours maintenant, 3 jours de jeu et 1 jour de retour d'expérience, où effectivement nos apprentis en fin de dernière année de formation ont pour mission de défendre un système d'information contre des attaques qui sont faites par le corps enseignant. Et lors de cet exercice, effectivement, ils ont énormément d'actions techniques à réaliser, mais aussi de coordination, de communication, de manière à pouvoir essayer de s'en sortir le mieux dans la crise. Et c'est un nouveau moment pour leur expliquer que si techniquement ils sont nuls, ben on va avoir de gros problèmes. Mais si techniquement ils sont bons, mais qu'ils n'arrivent pas à se coordonner, qu'ils n'arrivent pas à correctement communiquer, s'ils n'arrivent pas à prioriser leurs actions, le fait qu'ils soient bons techniquement ne se verra pas trop dans le résultat final. Donc c'est une nouvelle occasion de montrer que l'humain, l'organisationnel, est essentiel pour accompagner les compétences techniques. Quelques entreprises, donc si certains parmi vous font partie d'entreprises qui travaillent avec nous et qui ne sont pas représentées ici, je le dis, c'est loin d'être exhaustif. On a énormément d'entreprises petites, grandes, purement nationales, à l'international, des toutes petites même entreprises en mode start-up. On a des services de l'État, comme je l'ai dit tout à l'heure. Enfin, on a des entreprises dont le métier, c'est de faire de la cyber. Donc, vous en voyez ici quelques-unes. Et puis, on a des entreprises dont le métier n'est pas du tout faire de la cyber. Donc, vous voyez, le groupe La Poste, Crédit Agricole, Vinci Énergie, voilà. Mais qui ont des vraies questions internes en termes de sécurité. Et donc, effectivement, avec lesquels on travaille, et on travaille bien maintenant depuis de nombreuses années. Et cette richesse de terrain d'apprentissage est vraiment très, très intéressante pour nous en tant que formation et pour les apprentis aussi qui sont dans ces différents groupes, parce qu'entre quelqu'un qui fait un apprentissage chez EDF dans une centrale nucléaire ou quelqu'un effectivement qui fait un apprentissage en groupe La Poste ou à Naval Group ou chez Amosis, c'est pour faire de l'audit de sécurité, effectivement, on a des terrains d'apprentissage très, très, très différents et variés. Voilà. Ce qui permet effectivement à chacun aussi de trouver l'environnement dans lequel il se sent le plus épanoui. Quelques partenariats institutionnels, parce que nos partenaires principaux sont les entreprises, vous l'avez bien compris. Et en termes de partenariats institutionnels, donc on a des partenariats avec Sciences Po Rennes, avec l'Académie militaire de Saint-Cyr-Couët-Quidan et avec l'IT2I. Je vais en dire 2-3 mots rapidement. Le partenariat qu'on a, donc là je vous parle des partenariats actuels, hein, donc les partenariats, c'est avec des conventions de partenariat qui évoluent au fur et à mesure des années en fonction des orientations des uns et des autres, donc ceux qui existent actuellement. Donc avec Sciences Po, ils ont un master plutôt orienté droit, international, politique publique au niveau national et international, sur des aspects de défense.
Et donc, on a quelques apprentis qui, tous les ans, poursuivent dans ce master en post-diplôme. Donc, ils sont diplômés ingénieurs de l'NCBS et ils entrent directement en master 2 de cette formation à Sciences Po Rennes pour effectivement compléter leur formation d'ingénieur par une formation bien plus en lien avec le droit et en lien avec la réglementation internationale comme Sciences Po et l'ENS savent le faire. On a donc là, mais c'est un très petit volume sur des promos de 60. On est entre 1 et 3 apprentis qui ont la possibilité de continuer effectivement dans cette direction. On est aussi au sein de l'IT2I, puisqu'il faut savoir que vu qu'on est en apprentissage, vous avez vu le petit logo en bas depuis peut-être quelques diapos, nous sommes en partenariat avec le CFA de l'industrie, donc le CFA de l'UIMM, donc le centre de formation de l'UIMM, le CFAI, le CFA de l'industrie. Et il y a énormément d'écoles d'ingénieurs au niveau national, mais en Bretagne aussi, qui sont adossées, qui travaillent avec le CFAI. Donc, pour ne pas les citer, mais quand même quelques-unes. En Bretagne, vous avez l'Institut Mines Télécom, vous avez l'INSA, vous avez l'ENSAT, vous avez l'ENSTA, vous avez l'ESIR, vous avez énormément d'écoles d'ingénieurs bretonnes qui, effectivement, ont le même CFA que nous. Et donc, en fait, on se retrouve, toutes ces écoles-là, on se retrouve au sein de l'IT2I, de manière à pouvoir discuter avec l'ensemble de ces écoles sur la pédagogie, sur l'organisation de l'apprentissage, une espèce de groupe de travail, et pour pouvoir faire des projets ensemble. Et en particulier, l'un des projets importants de l'IT2I qu'on a avec l'ensemble de ces écoles qui partagent le même CFA que nous, c'est tout ce qui concerne l'entrepreneuriat. Donc on a énormément d'action, de sensibilisation en première année de formation, voire d'accompagnement de certains apprentis qui souhaiteraient effectivement creuser le sujet de l'entrepreneuriat. Et vu que c'est mutualisé avec un bon nombre d'écoles, on arrive à avoir effectivement des formations avec un volume intéressant de jeunes venant de l'IMT, venant de l'NCBS, venant de l'ENSTA et autres écoles du CFAI. Donc on fait pas mal de choses avec l'IT2I dans ce cadre-là, dans le cadre de l'entrepreneuriat. Et pour ce qui est de l'Académie militaire de Saint-Cyr-Couët-Quidan, pour ceux qui ne le sauraient pas, donc c'est situé au sud de Rennes, là, à Guères. Ils ont une spécialité qui sont les aspects de cyberdéfense, mais surtout sur les aspects humains. Donc justement, organisation dans la crise. On sait que les militaires ont un petit peu d'ancienneté sur le sujet. Comment faire un point de situation à un décideur qui ne comprend pas forcément les subtilités techniques, mais qui aimerait bien quand même qu'on lui propose 2-3 scénarios qui puissent, avec avantages, inconvénients, de son point de vue, qui puisse effectivement prendre une décision. Et donc, sur tous ces aspects-là d'organisation, de point de situation, de management, effectivement, on est en partenariat avec l'Académie militaire de Saint-Cyr-Couët-Quidan et une partie de ses équipes pédagogiques qui sont spécialisées dans le domaine. Donc, on en est forcément ravis. Alors, la vie étudiante, eh ben, il y en a une. Il y en a une, et de plus en plus, parce que pour ceux qui auraient suivi un peu notre évolution depuis quelques années maintenant, les effectifs augmentent. Là, comme je l'ai dit, on est maintenant sur des promotions de 90 apprentis, donc ça fait quand même 270 apprentis sur les 3 années quand tout le monde est là, plus l'autre spécialité Ventes qui est à côté. Donc on est quand même sur un bon volume d'étudiants sur les périodes de pic où tout le monde est là. Et donc, forcément, ça permet d'avoir une vie étudiante d'autant plus importante, vu les volumes d'élèves ingénieurs qui sont présents sur site. Par contre, comme je l'ai dit aussi, il faut clairement avoir en tête que le rythme d'alternance est un rythme soutenu et qu'effectivement, trouver des créneaux pour s'investir dans différentes associations, c'est possible, parce qu'on a plein d'apprentis en cyberdéfense qui le font, mais qu'effectivement, c'est aussi une charge supplémentaire. Alors, peut-être joyeuse, sympathique, intéressante, mais c'est clairement effectivement du temps passé alors que le temps est quelque chose d'assez précieux effectivement pendant ces 3 ans de formation. Mais vous voyez là pas mal de logos, donc que ce soit effectivement le Hack Lab universitaire, HAC2G2,
qui font des conférences sur différents sujets, et en particulier effectivement les sujets de sécurité, sur le logiciel libre et autres, est porté en partie par des apprentis en cyberdéfense. Vous avez le BDE, donc le bureau des élèves de l'NCBS, qui est effectivement aussi en partie porté par des apprentis en cyberdéfense. Depuis cette année, vous avez deux petits nouveaux clubs qui sont apparus, le Donkey Sport et le club GCC. Donc le premier pour tout ce qui est soirée de e-sport et le deuxième pour tout ce qui est challenge, CTF, dont on parlait tout à l'heure, là, qui se sont structurés ces deux-là cette année et qui sont aussi portés en partie, grande partie, par des apprentis en cyberdéfense. Donc le rythme soutenu de la formation n'empêche pas de participer effectivement à ces différents clubs, et tant mieux, puisque effectivement, comme je le disais, la vie étudiante, on essaye de faire en sorte qu'elle soit le plus importante possible, même si l'alternance ne favorise pas forcément une présence continue sur toute l'année, mais effectivement aussi, il développe beaucoup de compétences d'organisation, de management et autres pour pouvoir faire fonctionner ces différents clubs, en plus des différentes conférences thématiques auxquelles ils peuvent assister et qui sont forcément effectivement intéressantes pour leur formation. Et vous voyez en haut à droite quelque chose qui est en train de se structurer, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas forcément la chose sur laquelle on est le meilleur aujourd'hui, mais c'est bien de savoir et de connaître les axes d'amélioration. C'est les alumni, donc les anciens diplômés, enfin les diplômés anciens élèves ingénieurs de l'NCBS, avec une association qui est aussi en restructuration et en développement, avec plein de sujets effectivement à aborder aussi avec eux, et qui dans les années à venir va aussi monter en puissance, ne serait-ce que parce qu'on va diplômer de plus en plus d'élèves ingénieurs, quelles que soient les spécialités, et donc il y aura forcément de plus en plus d'alumni, et donc de plus en plus de candidats pour faire vivre cette association. Pour ceux qui seraient intéressés par intégrer la spécialité cyberdéfense à court terme, on va dire, le processus de recrutement, vous pouvez retrouver plein d'informations sur le site internet, sur les dates exactes. Là, je n'ai mis que les mois, mais vous retrouverez tout ça sur le site internet, donc n'hésitez pas à le parcourir aussi et aller au fin fond de ces différentes informations. Il y a une sélection académique qui a lieu effectivement en avril. Alors les dossiers sont déposés avant, mais nous faisons la sélection académique en avril. Et après, ceux qui ont passé le filtre académique sont invités à un entretien de motivation au mois de mai. L'entretien de motivation est fait avec l'ensemble de nos entreprises partenaires qui viennent effectivement, en gros, tester, étudier avec nous la motivation des candidats. Pour faire simple, actuellement, effectivement, on a quand même beaucoup de candidats à l'entrée par rapport au nombre de places dans la spécialité. Et dans ces candidats, il y en a énormément qui ont travaillé, qui ont réfléchi à leur orientation. Et donc forcément, nous, en tant que formation, on préfère quelqu'un qui a réfléchi à ce qu'il veut faire plus tard, s'est renseigné déjà un petit peu en amont, parce que forcément, le taux d'échec derrière est bien plus faible. Il ou elle est bien content d'être chez nous, et donc forcément, tout se passe bien, plutôt que quelqu'un qui dirait, j'ai un peu entendu parler de la cyber, ouais, pendant 3 ans, je vais découvrir plein de choses, ça va être super. Parce que là, il y a un très gros risque que cette personne-là, en découvrant ce qui se cache derrière le mot cyber, soit potentiellement déçue. Et donc forcément que sa scolarité chez nous s'en ressente aussi, si jamais on s'est lancé dans une voie qu'on pensait être la meilleure et qui finalement ne l'est pas forcément. Donc lors de cet entretien de motivation, en gros, c'est assez simple. On pose la question de OK, tu veux rentrer dans une école qui fait de la cyberdéfense, très bien, explique-nous juste pourquoi. Explique-nous ce qui t'intéresse, explique-nous, enfin voilà. Et là, on tombe sur énormément de candidats, effectivement, qui disent je me suis déjà intéressé un peu au sujet, j'ai un peu regardé des conférences, j'ai un peu discuté avec des anciens qui sont, ou des actuels qui sont chez vous. Enfin voilà, vous avez effectivement toute une manière de pouvoir s'intéresser
au sujet et de faire en sorte effectivement que vous avez derrière la bonne information de ce qu'on fait, de comment on le fait. Et donc forcément que pendant que vous êtes dans la formation, il y a toujours des trucs qui vont pas, hein, on est d'accord, il n'y a pas de formation merveilleuse pendant 3 ans, mais en gros que l'essentiel est là, que vous savez pourquoi vous êtes là, que vous avez trouvé ce que vous attendiez principalement, et que donc votre scolarité se passe correctement, et que vous êtes le plus épanoui possible, et tout le monde en est forcément le plus heureux. Donc cet entretien de motivation, c'est ben voilà, t'as pas tout vu à la cyberdéfense, personne n'a tout vu à la cyberdéfense, tu sais pas tout sur la cyberdéfense, personne ne sait tout sur la cyberdéfense. Mais je sais pas, explique-moi, tu as lu des bouquins, tu as vu des conférences, tu suis des gens qui en parlent, tu as fait un projet dans ta formation de bac+2 qui mettait un peu de sécu, enfin voilà, en gros, explique-nous pourquoi est-ce que tu as envie de rentrer dans l'école et qu'est-ce qui te plaît dans le métier d'ingénieur en cyberdéfense. Et donc forcément, le conseil, c'est de surtout ne pas répondre, bah, j'aime bien la cyber et puis j'aime bien la défense, ce qui arrive des fois. Mais du coup, tu peux nous en dire plus? Bah, en fait, j'aime bien la cybersécurité. Ah bon, pourquoi? Parce que tout ce qui est sécurité, j'aime bien. Et bah, là, du coup, on se dit qu'effectivement, en termes d'avoir réfléchi à son orientation, on est quand même un petit peu loin des standards qu'on pourrait attendre. Donc, on n'a pas une exigence de il faut tout savoir, ça n'aurait aucun sens, mais on a une exigence de dire OK, par quel bout tu t'es intéressé au sujet, qu'est-ce que tu en sais, qu'est-ce que tu sais de ce que tu ne sais pas encore et que tu aimerais découvrir. Et là, après, bah, on dit OK, d'accord, c'est des candidats qui se sont intéressés, qui savent pourquoi ils viennent, qui ont des envies. Et en gros, ça match avec ce qu'on est capable de leur proposer, de l'environnement qu'ils peuvent trouver en venant chez nous. Donc go, quoi, c'est parti. Effectivement, ils seront pas déçus. Il y aura des aléas pendant leurs 3 années de formation, c'est sûr, mais ils ne seront pas déçus parce que l'essentiel sera là. Donc, pour cet entretien de motivation, effectivement, on fait appel aussi aux entreprises parce que bah, forcément que dans ces cas-là, ils vont avoir l'apprenti une trentaine de semaines, comme j'ai dit, par an sous la main, et que forcément, ils sont aussi très à même de savoir si le profil, la motivation du candidat ou de la candidate fait que bah, il va se plaire sur la partie école forcément, mais va se plaire aussi sur la partie entreprise. Et une fois qu'on a passé la sélection académique, la sélection entretien de motivation au mois de mai, la dernière étape, c'est effectivement d'être dans les 84 premiers à décrocher un contrat d'apprentissage. Donc là, ça a été mis dans cet ordre-là, mais le mot d'ordre aujourd'hui, là, au mois de janvier, c'est de dire qu'en fait, dans la vraie vie, ça ne se passe pas dans cet ordre-là. Dans la vraie vie, très en amont, on s'est mis à rechercher son contrat d'apprentissage. Ça ne veut pas dire qu'on l'a trouvé en février ou qu'on l'a trouvé en mars, mais ça veut dire qu'on a commencé ces recherches. Il ne s'agit surtout pas d'attendre le mois de mai pour dire ah, c'est bon, je suis pris, je vais donc chercher un contrat d'apprentissage. Parce que là, autant dire qu'effectivement, on ne risque pas d'être dans les 84 premiers parce que effectivement, il y en a peut-être un peu plus de 84 qui ont déjà commencé avant, qui en sont déjà à leur troisième entretien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entreprise qui va recruter un apprenti ou une apprentie s'engage pour 3 années. Et donc, ce n'est pas une lettre de motivation et je vous embauche sur une lettre de motivation. C'est sur 3 années que ça va se faire. Et donc, bah, je veux être sûr que ça va matcher. Et donc, on a souvent un entretien plutôt avec des RH, un entretien plutôt avec des opérationnels, puis peut-être un entretien avec le décideur, la personne qui va décider à la fin. Enfin voilà, donc c'est des process de recrutement qui peuvent être un petit peu longs. Donc forcément que les premières recherches, sollicitations ne doivent pas attendre mai, mais que courant février, mais que courant mars. Mais c'est une période effectivement pour commencer à solliciter les différentes entreprises. Même si sur le février, mars, elles n'ont pas forcément encore remonté leurs besoins en apprentissage, donc elles vont peut-être pas avoir de fiches de poste et ainsi de suite. Mais c'est pas grave. Elles ont été sollicitées, elles se rappellent de la personne, du CV qui les a un peu marquées. Et effectivement, quand la fiche de poste arrivera, elles seront aussi capables, quand vous les aurez relancées une autre fois, de dire ah bah oui, c'est vrai, tu es bien motivé, tu m'as appelé depuis le mois de février. Donc, ce contrat d'apprentissage, nous, on aide l'école. L'école aide, ne serait-ce qu'en mettant à disposition via le site internet ou le logo que vous avez vu tout à l'heure, l'ensemble des entreprises avec qui on a déjà travaillé et qui, assez naturellement, très souvent, reprennent des apprentis d'une année sur l'autre.
On a aussi effectivement des entreprises qui nous sollicitent directement avec des fiches de poste. Donc effectivement, après, on met à disposition les fiches de poste qu'on reçoit. Et il y a également un forum type job dating, où on invite nos entreprises partenaires qui souhaitent trouver un apprenti pour la rentrée prochaine. Donc ça va être le 10 mars. Je vous remontrerai la date tout à l'heure. Et là, effectivement, c'est je dirais pré-rencontre. C'est sûr qu'au mois de mars, vous ne savez pas si vous allez passer la sélection académique et vous ne savez pas si vous allez passer l'entretien de motivation. Mais en gros, ce qu'on essaye de faire depuis quelques années, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de précipitation dans la signature du contrat d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que les entreprises qui, au mois de mai, disent vite, 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 il faut que je trouve un contrat, parce que sinon, je ne serai pas dans la formation, parce que sinon, je n'aurai pas d'apprenti. Parce que quand on fait les choses dans la précipitation, c'est jamais très bon. Donc, ce qu'on veut, c'est que les gens aient commencé à discuter dès février, dès mars, courant avril, ça continue, enfin, voilà. Que l'apprenti et l'entreprise prennent le temps de se connaître, prennent le temps de se rencontrer, sans stress. Parce que du coup, de toute manière, les 84 places ne sont pas encore ouvertes. Ça sera que après les entretiens de motivation. Et que, effectivement, nous, on a des jeunes qui arrivent en entretien de motivation au mois de mai et qui disent, bah voilà, si vous me prenez, moi, j'ai déjà trouvé sur une fiche de poste qui a été validée par l'école, parce que les fiches de poste doivent être validées par l'école sur les contenus. Sur une fiche de poste qui a été validée, ça ne veut pas dire que vous passerez l'entretien de motivation sans question. Mais déjà, vous arrivez à un entretien de motivation et vous expliquez que vous avez une entreprise qui vous fait confiance et pour qui votre profil a plu. Forcément, si vous faites n'importe quoi pendant l'entretien de motivation, ben, vous ne serez pas pris et on expliquera à l'entreprise que vous avez fait n'importe quoi pendant l'entretien de motivation. Mais franchement, si vous la jouez à peu près bien pendant cet entretien de motivation, le fait d'avoir démarché une entreprise, d'avoir réussi à trouver une promesse d'embauche et ainsi de suite pour votre contrat d'apprentissage, ça s'appelle un entretien de motivation. On peut quand même dire qu'effectivement, c'est un vrai critère de motivation que de déjà avoir son contrat au mois de mai. Donc, ça ne fera pas tout. Si effectivement on arrive un peu, comme ça arrive des fois, un peu condescendant, un peu supérieur en disant oui, bon, moi, c'est-à-dire que j'ai trouvé un contrat, donc c'est sûr que vous allez m'admettre. Effectivement, vous risquez peut-être de braquer un peu le jury, mais ça après, encore une fois, c'est que si vous avez ce genre de comportement, c'est que tout le monde est très content de ne pas faire un bout de chemin ensemble. Mais par contre, si vous expliquez que vous y avez mis beaucoup de motivation et que l'obtention de ce contrat en est bien la preuve, et ben, effectivement, ça ne peut être que très positif pour la décision du jury lors de l'entretien de motivation. Les voies d'accès. Donc, comme je l'ai dit, on a la prépa intégrée, concours GEPI Polytech, post-bac, on s'inscrit pendant l'année terminale, on passe le concours. Et par rapport effectivement à son classement, on peut effectivement rentrer dans la prépa intégrée de l'école. L'autre possibilité, alors là pour dire actuellement la prépa intégrée de l'école, même si elle monte en charge depuis quelques années, pour l'instant dans la spécialité cyberdéfense sur 84, on est à une dizaine d'apprentis qui viennent de la prépa intégrée de l'école. Alors dit comme ça paraît pas beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que la prépa intégrée de l'école, pour l'instant, les volumes sont à peu près de 40, voilà, et qu'en fait, dans la prépa intégrée de l'école, il n'y a pas tout le monde qui veut rentrer dans la spécialité cyberdéfense. Donc, à chaque fois, les gens qui me disent, ah ouais, mais vous prenez quand même plus de personnes qui viennent d'un IUT plutôt que de personnes qui viennent de la prépa intégrée, ma réponse c'est oui, mais enfin, si on étudie le ratio de candidature sur nombre d'admis, le ratio est bien meilleur pour la classe prépa intégrée. Maintenant, effectivement, dans les faits, nous avons bien plus actuellement d'apprentis qui viennent d'IUT que d'apprentis qui viennent de la prépa intégrée, mais je vais expliquer, c'est pas tout à fait le même volume de candidatures non plus. Donc la question pour certains peut être peut-être réforme du DUT vers but, comment est-ce que ça se passe et ainsi de suite. Alors si vous êtes en DUT deuxième année, la question ne se pose pas, on est encore sur l'ancien modèle. Et si vous êtes là parce que vous êtes intéressé peut-être à moyen terme pour rentrer chez nous, sachez qu'effectivement on s'autorisera toujours à recruter en bac plus 2, c'est-à-dire en but 2, qu'il soit info ou réseau et télécom, à partir du moment où les IUT d'origine nous garantiront que votre niveau académique est un bon niveau académique. Ce qui se traduit la plupart du temps par la création au sein des IUT de parcours, d'options au sein du but, qui permettent de
avec des choses un peu plus taguées poursuite d'études, même si la philosophie du but n'est pas là. Mais ce qui n'empêche qu'effectivement, dans le choix du parcours ou des options que vous pouvez choisir au sein du but, il faut effectivement faire attention et se renseigner auprès de votre IUT si certains parcours peuvent un peu plus facilement permettre une poursuite d'études. Nous, on n'a pas de oui, on prend à 2, non, on prend pas à but 2, et ainsi de suite. Ce qui nous intéresse, c'est le niveau d'entrée. Et encore une fois, si les IUT nous garantissent que à la fin du but 2, et ce qui est le cas pour certains d'entre eux avec qui on a déjà discuté, qu'effectivement à la fin du but 2, les jeunes qui sortiront seront d'un niveau tout aussi bon que les DUT actuellement, voire potentiellement meilleur vu les différents parcours qui leur sont proposés, nous n'avons aucun problème à recruter à Bac plus 2 des étudiants qui sortiraient d'un but. La seule différence, c'est que pour l'instant, ils sortiraient donc sans diplôme à Bac plus 2. Actuellement, ils ont un diplôme de DUT, et si jamais nous les prenons à but 2, sauf accord particulier avec l'IUT, ils sortiraient sans diplôme. Bon, voilà, les apprentis qui viennent de la prépa intégrée, ils ont fait une prépa intégrée, ils sortent sans diplôme. Les gens qui font des CPGE, ils sortent sans diplôme aussi. Bon, voilà, il y a peut-être un peu moins le côté rassurant de je fais mon DUT, j'ai mon diplôme, puis après, je verrai si je poursuis. Effectivement, ça, c'est quelque chose qui en partie, va disparaître, même si au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, tout n'est pas encore tout à fait très clair sur le sujet de l'existence ou non d'un diplôme à but 2. Il y a eu quelques pistes un peu envisagées à une époque, me semble-t-il, mais j'ai pas eu beaucoup plus d'informations. Donc, pour tout ce qui est question sur but 2, diplôme, voilà, les vrais interlocuteurs que vous allez avoir, c'est les IUT, pour savoir si effectivement ils ont prévu de potentiellement permettre à certains de leurs jeunes de faire une poursuite d'études à but 2. Et nous recrutons aussi forcément des BTS avec un niveau qui doit être bon, voire très bon. Non pas parce qu'on est élitiste, mais parce qu'effectivement, on sait que si jamais les niveaux sont pas bons à très bons, ça va être très, très, très compliqué pour eux ou pour elles de suivre la formation. Mais on a déjà recruté des BTS et quand les critères de recrutement sont ouverts, il n'y a pas de raison et ça s'est prouvé que les BTS réussissent moins bien. Donc, pas de problème, à condition effectivement que vous ayez fait preuve de qualité pendant vos 2 années de BTS. Voilà. Et nous avons aussi ce qu'on appelle autres, c'est-à-dire effectivement des parcours un peu différents. J'ai déjà fait un Master 1, Master 2, d'autres choses. J'ai fait une L3 et ainsi de suite. Effectivement, qui représente aussi une partie de nos recrutements. Pour continuer à creuser le sujet, le site internet de l'NCBS, des vidéos en ligne. Bon, je pense que si vous êtes là, vous l'avez déjà un peu parcouru, mais je ne peux que vous conseiller de continuer à le faire. Nous organisons des journées portes ouvertes les samedis 29 janvier et 26 février en présentiel. Donc, n'hésitez pas à passer nous voir, même si effectivement certains d'entre vous sont un peu loin, mais voir les locaux de l'école, rencontrer des gens pour de vrai, discuter avec des apprentis en formation, enfin voilà, c'est quand même, quand on fait un choix d'orientation, ça me paraît assez évident, enfin pas toujours facile à mettre en œuvre, mais quand même assez évident pour essayer de ne pas se tromper dans son orientation. Je l'ai dit aussi, ceux qui veulent rentrer dès la rentrée prochaine, dès septembre 2022, dans la formation, il leur faudra un contrat d'apprentissage. Et nous organisons le 10 mars le fameux forum Job Dating en présence de nos entreprises partenaires pour échange de CV, première discussion et de ce qui peut être le début d'une grande aventure, comme on peut dire. Et enfin, depuis l'année dernière, les élèves ingénieurs de l'NCBS ont lancé un Discord pour pouvoir effectivement échanger voilà, directement, poser vos questions et avoir un retour. C'est toujours bien les retours institutionnels hein, et ce que je vous ai raconté déjà depuis quelques minutes maintenant, mais effectivement prendre le pouls et les avis des élèves ingénieurs qui sont actuellement, voire quelques anciens qui traînent aussi sur le Discord pour donner leur avis et essayer de vous guider au mieux, c'est aussi forcément une vraie bonne source d'information pour savoir si la formation et ce à quoi on forme et la manière dont on s'y prend coche bon nombre de critères, peut-être pas tous, mais après, à vous de voir où se situe votre niveau d'exigence. Voilà.